Bonjour à tous, je suis Gladys Caron, vice-présidente communication chez Investissement Québec. Bienvenue à notre classe de maître et merci d'être avec nous en si grand nombre ce matin. Vous êtes quelques 900 personnes à vous être inscrites à notre événement, comme quoi le sujet du développement durable et des facteurs ESG est maintenant incontournable pour les entreprises afin de demeurer compétitives et assurer leur croissance. Notre classe de maître fait partie de notre initiative Compétiver, bien connue maintenant, par laquelle Investissement Québec aide les entreprises à adopter des technologies propres et des pratiques éco-responsables. Dans notre classe de maître d'aujourd'hui, nos experts exposeront de façon très éloquente combien les exigences des donneurs d'ordre, vos clients, sont de plus en plus grandes en matière de facteurs ESG. Quand nous avons démarré Compétiver il y a environ 1 an et demi, notre objectif, notre message était de dire aux entreprises qu'il fallait se préparer parce que les investisseurs, les clients, vos employés allaient avoir des attentes de plus en plus grandes en matière de développement durable. Eh bien, 1 an et demi plus tard, nous y sommes déjà. Et pour en parler, nous avons la chance d'avoir avec nous 4 experts provenant d'horizons complémentaires qui vous présenteront tous leurs perspectives et démontreront comment, effectivement, en aussi peu de temps qu'1 an et demi, les choses ont bien changé. Alors, tout d'abord, Geneviève Labrie-Baudouin, directrice ESG et développement durable chez Investissement Québec. Geneviève nous fera un bref rappel de ce que sont les facteurs ESG et fera un tour rapide de quelques réglementations à travers le monde qui sont déjà en vigueur. Ensuite, nous avons la chance d'avoir avec nous Marie-Ève Jean, vice-présidente exportation chez Investissement Québec aussi. Marie-Ève travaille à tous les jours avec des compagnies exportatrices, québécoises exportatrices, et de l'autre côté, des clients un peu partout à travers le monde qui recherchent des produits comme les produits québécois. Elle a été particulièrement frappée de voir l'année dernière, lorsqu'elle a été à la COP27, de constater combien les grands donneurs d'ordre ont un discours maintenant très orienté vers les facteurs ESG. C'est ce dont elle va nous parler. Nous avons aussi la chance d'avoir avec nous Vincent Montembeault, directeur des approvisionnements stratégiques pour Prévost Corps. La maison mère de Prévost, Volvo, exige de ses fournisseurs qu'ils détiennent certaines certifications. Ça touche donc aujourd'hui, en 2023, déjà des entreprises du Québec. C'est ce dont Vincent va nous parler. Et finalement, Pierre-Olivier Morancy, directeur général de Lebel Énergie du groupe Lebel. Avec Pierre-Olivier, nous verrons l'autre côté de la médaille. Il nous expliquera comment l'importance qu'ils ont accordée au développement durable est payant aujourd'hui et leur permet de compétitionner à l'étranger. Mais avant de passer à notre sujet principal, j'aimerais vous faire connaître notre nouveau champion vert, E2 Metrics. Qu'est-ce que sont nos champions verts? Ce sont des entreprises québécoises qui développent des technologies propres qui se démarquent dans leur marché. EIQ a souhaité mettre de l'avant pour mieux faire connaître quelques-unes de ces entreprises que nous nommons nos champions verts. Nous en avons 14 jusqu'à maintenant. Et E2 Metrics, c'est un très bel exemple d'entreprise de technologie propre, plus spécifiquement dans le domaine du traitement des eaux contaminées. Pour en savoir plus, je vous invite à écouter la vidéo suivante. Fondée par Mohamed Laroussi, E2 Metrics est une entreprise spécialisée dans les électrotechnologies innovantes pour traitement efficace des eaux usées d'origine municipale et industrielle. Ecotor est le procédé exclusif de la société avec 18 brevets, dont 10 délivrés et 8 en instance. Il permet un traitement propre et économique d'une variété de contaminants réfractaires et complexes, dont les per et polyfluorés, connus aussi sous l'acronyme PFAS. La contamination de l'eau potable par des micropolluants, dont les PFAS, constitue une crise environnementale émergente à l'échelle mondiale. Par ailleurs, il est de plus en plus démontré qu'il y a une association entre les PFAS et de nombreuses maladies nocives. L'approche courante de traitement de l'eau contaminée par des PFAS est représentée par l'absorption sur un support solide. Et ici, on fait référence au charbon activé ou encore à la résine échangeuse d'ions. Donc, les PFAS sont simplement déplacés de l'eau vers le média filtrant, nécessitant ainsi une prise en charge de ces médias par la suite. Cette façon de faire entraîne des coûts d'exploitation élevés tout au long de la durée de vie d'une installation. La solution pour régler définitivement cette problématique repose sur la destruction des PFAS sur site par notre processus d'électrooxydation connu sous l'Ecotor EOX, ce qui représente une alternative éco-responsable et efficace
offrant une certitude d'élimination à moindre coût. Sachant que l'accès à l'eau potable est une préoccupation quotidienne, non seulement dans les pays connus par leurs problèmes de pénurie d'eau, mais même dans les pays développés. Le potentiel d'application alors de notre technologie devient immense à travers la planète, comme l'eau est un moteur économique majeur. En tant qu'organisation et équipe, nous nous engageons à laisser une empreinte écologique significative et durable pour contribuer au bien-être de l'humanité. Je suis convaincue que certains d'entre vous sont malheureusement aux prises aussi avec des enjeux semblables à ceux que peut régler la technologie de E2Metrix, alors n'hésitez pas à faire appel à eux. Et je vous invite par ailleurs à visiter notre page competiver.com sur laquelle vous pourrez trouver l'ensemble de nos champions verts et vous familiariser avec les technologies propres qu'ils commercialisent dans leurs domaines respectifs. Maintenant, place à notre sujet d'aujourd'hui. La présentation de nos experts durera une quarantaine de minutes. Il sera suivi d'une courte période de questions. Et comme exceptionnellement, nous ne sommes pas en diffusion directe, je vous invite à nous faire suivre vos questions auxquelles nous répondrons dans les prochains jours à l'adresse développement.durable à investquebec.com. Invest Québec, c'est INVEST, Québec.com. Et maintenant, à toi la parole, Geneviève. Merci Gladys. Bonjour à toutes et à tous. Je suis bien contente d'être présente à cette classe de maître pour vous parler de facteurs ESG. En fait, j'espère bien vous convaincre que c'est pas seulement 3 lettres à la mode, mais bien que l'ESG est devenu un incontournable pour assurer la compétitivité de votre entreprise. Afin de saisir la nécessité de s'engager dans les facteurs ESG, il faut débuter par bien les comprendre. Lorsqu'on parle de ESG, en fait, il s'agit des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Au niveau des exemples, je vous montre à l'écran quelques exemples. Au niveau environnemental, ça peut représenter les impacts des activités de l'entreprise sur l'environnement. Donc, au niveau de sa consommation d'énergie, ses émissions de gaz à effet de serre ou autres polluants atmosphériques, tout ce qui est la gestion des matières résiduelles ou de l'économie circulaire, toutes les mesures mises en place pour limiter la dégradation de la biodiversité. Au niveau social, on parle plus des répercussions des activités de l'entreprise sur la société, ses employés, ses fournisseurs, ses clients et même là, les collectivités ou communautés locales dans lesquelles elle opère. On touche notamment des sujets d'équité, diversité, inclusion, de formation d'employés, santé, sécurité au travail, l'acceptabilité sociale et protection des données, renseignements personnels. Puis finalement, mais au plan de la gouvernance, c'est la façon dont l'entreprise gère ses activités. On peut noter la composition du conseil d'administration ou du comité de direction, des politiques de rémunération, toute la gestion des conflits d'intérêts ou de la lutte contre la corruption, la gestion de risques et tout ce qui est au niveau de l'éthique financière. Avec ces exemples, on peut comprendre que ça touche beaucoup de sujets qui sont pertinents pour les entreprises et que ce n'est pas une mode. En effet, il y a de plus en plus de demandes des parties prenantes pour que les entreprises intègrent l'ESG dans la stratégie d'affaires, que ce soit par les investisseurs, les clients et même les employés. En fait, les entreprises doivent entamer cette démarche ESG pour s'assurer de rester compétitives, mais surtout d'en tirer les bénéfices qui sont quand même très importants. En fait, le marché est en train d'évoluer pour être de plus en plus durable. Il ne faut pas juste le voir comme étant une gestion des risques, mais également des nouvelles opportunités d'affaires, vraiment une valeur ajoutée pour l'entreprise. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, les entreprises qui intègrent les facteurs ESG permettront d'attirer et de retenir du talent. Selon une étude de PwC, 86% des employés préfèrent travailler pour une entreprise qui se préoccupe des questions ESG. C'est aussi plus que jamais considéré comme un élément essentiel à la prise de décision là, des investisseurs parce que ça permet d'avoir une vue 360 de l'entreprise. En fait, les entreprises qui tardent à s'adapter risquent de perdre leur place sur le marché au profit des concurrents qui ont adopté ce nouveau modèle d'affaires. C'est une réalité qui est encore
plus vrai compte tenu de l'augmentation des exigences des grands donneurs d'ordre. Il y a une étude qui a été réalisée par la BDC en 2022 qui relève que la proportion des grands donneurs d'ordre qui exigent au moins un critère ESG à leurs fournisseurs est de 82 puis même que 75 d'entre eux prévoient en ajouter là, dans les prochaines années. En fait, là, plusieurs grandes entreprises sont attentives à l'importance de l'ESG puis ont déjà emboîté le pas là, avec leurs propres exigences. Par exemple, depuis 2022, là, Hydro-Québec a intégré des nouveaux critères de sélection ESG là, dans le cadre de ses appels d'offres, notamment. Il y a également le gouvernement fédéral qui a mis en place depuis le mois d'avril passé des obligations pour divulguer les émissions de GES là, à ses fournisseurs dans le cadre de contrats majeurs. Il y a plusieurs autres entreprises là, qui se positionnent avec des politiques d'approvisionnement responsables, notamment chez Cascade. On peut comprendre rapidement que les pressions exercées par les grands donneurs d'ordre à leurs fournisseurs vont avoir un impact sur toute la chaîne d'approvisionnement. Donc, ce n'est pas seulement les entreprises qui exportent qui vont être touchées, mais l'ensemble des PME québécoises également. Mais en plus des entreprises qui se positionnent sur le sujet, il y a également les gouvernements qui commencent à légiférer. Les réglementations ESG là, sont en train de devenir une nouvelle norme pour de nombreux pays pour encourager, même parfois obliger les entreprises à prendre en compte les critères environnementaux, sociaux, gouvernance dans leurs opérations. Vous avez à l'écran plusieurs exemples, certaines exigences qui sont déjà en vigueur et d'autres qui vont arriver là, très prochainement. Il y a une grande étape qui a été réalisée dernièrement, en juin dernier, c'est la publication des normes IFRS là, de l'ISSB. Il s'agit des normes qui étaient très attendues parce que ça va devenir le référentiel au niveau mondial en lien de développement durable. Pour l'instant, c'est volontaire, mais il y a beaucoup de pays qui sont en réflexion pour les instaurer. Au niveau canadien, on peut parler de la nouvelle loi sur l'esclavage moderne qui va entrer en vigueur le 1er janvier prochain. En fait, toutes les entreprises concernées par cette loi vont devoir publier un rapport décrivant toutes les mesures, les actions prises pour lutter contre le travail des enfants et le travail forcé, mais dans toute la chaîne d'approvisionnement, donc c'est quand même assez majeur. Il y a aussi les autorités canadiennes des valeurs mobilières là, qui ont publié un projet en matière d'ESG, le règlement 5107, là, qui propose de rendre obligatoire la divulgation d'informations liées aux questions climatiques. Il y a aussi aux États-Unis la Security Exchange Commission qui a publié aussi une proposition de règlement sur la divulgation des informations relatives au climat qui va obliger les entreprises cotées à publier des informations sur leurs émissions de GES, mais aussi sur leur impact sur l'environnement. Au niveau de l'Europe, c'est la même chose aussi. Beaucoup d'obligations qui s'en viennent, dont la directive sur la publication d'informations en matière de durabilité, qui va obliger des entreprises, là, qu'elles soient européennes ou non, à publier des informations sur les questions ESG. En réalité, là, les entreprises québécoises là, vont être impactées par ces réglementations, même celles qui n'exportent pas. Finalement, ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a de plus en plus d'exigences, que ce soit des grands donneurs d'ordre ou des obligations réglementaires, et que toutes les entreprises doivent débuter des démarches pour être prêtes, répondre à ces attentes de ces parties prenantes-là, rester compétitives et surtout de profiter de ces nouvelles opportunités d'affaires. J'aimerais passer maintenant la parole à Marie-Ève qui a pu constater cette évolution sur le terrain là, dernièrement. Merci beaucoup, Geneviève. Effectivement, j'ai eu la chance, comme Gladys le mentionnait d'entrée de jeu, j'ai eu la chance de participer à la COP 27 en Égypte en novembre l'année dernière. J'y serai d'ailleurs à Dubaï dans quelques semaines. Puis effectivement, on voit que la notion de ESG, c'est vraiment déjà dans le quotidien de la plupart des grands joueurs, des grands donneurs d'ordre, des grandes entreprises. Tout le monde en parle. Et je dirais même que tout le monde, les grandes entreprises, sont même prêts
ou prêtes plutôt à avoir des moyens pour aider cette transition-là, cette transformation-là. Donc moi, ce que j'ai vu, c'est que les entreprises, les grands joueurs sur la planète sont à la fois à la recherche de fournisseurs qui présentent un bon bulletin ESG, sont prêtes évidemment à acheter aussi des nouvelles technologies qui leur permettraient d'améliorer leur bilan à eux-mêmes. Et j'ai même vu des entreprises qui sont prêtes à participer financièrement pour le développement de projets et de technologies innovantes. Quelques exemples pour vous donner. Geneviève, tu parlais de Walmart. Effectivement, lorsqu'on les a rencontrés, Walmart nous a fait valoir expliquer sa politique quand même ambitieuse en matière de changement climatique. Ils se sont engagés, par exemple, pour la régénération des ressources naturelles, l'économie circulaire et aussi dans la chaîne d'approvisionnement, donc à différents niveaux. Et la conversation qu'on a eue à ce moment-là, c'est en fait, on nous a appris à cette occasion-là que Walmart a même mis sur pied une fondation, donc un fonds, pour financer des projets qui veulent les aider à avoir une chaîne d'approvisionnement plus verte. Donc, ils sont même prêts à investir dans des technologies, dans des entreprises qui vont les aider à atteindre leurs objectifs en matière de ESG. Autre exemple que j'aimerais donner, c'est E.ON. Donc, E.ON, c'est le plus grande entreprise en Europe pour opérateurs de réseaux et d'infrastructures énergétiques. Donc, un grand joueur en Europe. On parle de 48 millions de clients. Donc, très, très grand joueur. Et évidemment, eux, leur énergie actuellement est produite à partir de charbon et de gaz. De l'autre côté, ils se sont engagés à être carboneutres d'ici 2040. Donc, vous voyez le défi, l'ampleur du défi quand on produit avec du charbon et du gaz et on veut être carboneutre en 2040. Donc, quand on les a rencontrés, même chose. Eux étaient plutôt dans le type de vraiment être à la recherche de technologies. À ce moment-là, on présentait évidemment des technologies québécoises, donc à la recherche de nouvelles technologies d'entreprises qui pouvaient les aider en matière d'efficacité énergétique, production d'énergie, donc tous les éléments pour les aider justement à atteindre cet objectif ambitieux-là. Autre exemple que j'aimerais donner, au printemps, j'étais aussi au Mexique et donc on rencontrait l'entreprise ZF. ZF qui est une grande entreprise allemande qui fournit des sous-composantes pour les voitures, donc particulièrement pour les véhicules utilitaires, donc sous-composantes dans le secteur automobile. Même chose, donc eux, ZF, établis au Mexique, mais suivent aussi l'orientation de la maison mère qui est d'être carboneux d'ici 2040. Donc, quand on les a rencontrés, ils nous disaient déjà qu'en date d'aujourd'hui, déjà, de façon active, ils souhaitent importer, donc jusqu'au Mexique, 50% des composantes qui seraient produites par des énergies vertes. Donc, vous voyez comment ça peut déjà impacter chez nous au Québec de façon positive. En fait, moi, on le voit souvent, on a fait souvent la promotion dans les dernières années, comment au Québec, on est chanceux, qu'on a une énergie propre, verte, renouvelable. Donc, on l'utilise souvent à l'international pour présenter le Québec. Puis, je pense que ce qu'il faut peut-être développer comme réflexe pour les entreprises québécoises, c'est aussi d'intégrer ça dans votre présentation. Lorsque vous présentez vos technologies, votre entreprise, dans tous les secteurs, que vous soyez dans le secteur des technologies propres, comme dans le secteur manufacturier, de dire, et en passant, nous, on produit au Québec des pièces, des sous-composantes qui sont produits à partir d'énergie verte. Donc, je pense que ça peut vraiment aider à faire valoir, à faire vraiment votre présentation, montrer toute la valeur ajoutée et l'intérêt pour ces grands joueurs-là de travailler avec vous. Donc, je pense que ça peut vraiment venir enrichir le discours. Donc, sur ça, je pense que Vincent, ça doit te parler. Secteur automobile, 50% des composantes produites à partir d'énergie verte. J'imagine que c'est là-dedans votre réalité aussi en partie. Oui, merci beaucoup, Marie-Ève. Donc, c'est un excellent pont là, vers la partie de ma présentation. Tout ce qui a été discuté, que ce soit par Geneviève, par Marie-Ève au préalable, ça touche directement le groupe Volvo. Donc, aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de la stratégie et de l'impact des ESG pour le groupe Volvo. Donc, je me présente rapidement. Mon nom est Vincent Montembeault. Je suis directeur des approvisionnements stratégiques chez Volvo et Prévocar. Donc, Prévocar, entreprise située sur la rive sud de Québec qui produit annuellement entre 600 et 800 autocars. Donc, j'ai plus de 10 ans d'expérience dans les achats et je suis responsable des achats stratégiques pour Prévost et aussi pour notre usine de Volvo au Mexique, à Mexico City. Et je suis aussi le représentant de Volvo Bus au sein du groupe Synergie du groupe Volvo. Donc, le groupe Volvo, pour ceux qui sont pas au courant, c'est un regroupement de plusieurs entités. Il faut faire la distinction entre le groupe Volvo et les autos Volvo. C'est maintenant deux entités séparées, mais le groupe Volvo est propriétaire de différentes entités qui fabriquent des autobus, des camions, des véhicules de construction, des moteurs de bateaux. Donc, c'est une très grosse entité mondiale qui fait affaire partout dans le monde.
J'ai pensé commencer en vous présentant un petit vidéo. Puis juste avant que la vidéo démarre, une chose que je veux souligner, c'est que je ne suis pas un spécialiste de l'environnement. Je suis pas une personne qui va vous en apprendre sur le sujet. Je pense qu'on a des personnes très compétentes qui peuvent en parler longuement. Par contre, je peux vous parler de l'impact que ces facteurs-là peuvent avoir sur nos entreprises. Donc, sans plus tarder, je vais commencer avec le petit vidéo qui a été fait par le groupe Volvo et qui résume bien nos ambitions. Dear Jackie, we haven't met yet, but we've been getting ready for your arrival. We want to make your world safe, and we want you to enjoy it. You might not always notice us, but every day our products move goods around the world. They deliver food and medicine, take people to work, and construct roads and buildings. By the time you start school, our ambition is that a third of all the vehicles we sell will be electric. A sustainable transportation system will improve the world for everyone. We hope you win, Jackie, and we know you'll play fair. We will do the same. We promise to take action and lead by example. By the time you finish school, we want all of the vehicles we sell to be fossil-free. You'll make new friends, people who support you and make you grow. So will we. Together, we will transform our world. Dear Jackie, we know that time is critical and that we must act now. By the time you read this letter, we will have done everything we can to fulfill our promise to your generation. Let's shape the world we want to live in together. Donc, merci. Je pense qu'en 2 minutes, la vidéo résume bien les ambitions du groupe. Ça l'explique bien aussi l'importance que ça peut avoir pour le groupe et que ça va au-delà des questions environnementales. Donc, notre ambition est claire, favoriser la prospérité sur les plans sociaux, environnementaux et financiers. Cela, ça signifie de rechercher des solutions de transport qui vont être 100% sûres, 100% sans énergie fossile et 100% plus productives. Donc, Marie-Ève, je crois, a mentionné sa présence à la COP. Notre vice-présidente aux achats pour le groupe Volvo, qui est Andrea Feuder, était présente aussi à la COP, devrait être présente aussi à la prochaine. C'est un message qu'elle martèle sans cesse. Je peux vous dire qu'elle parle plus de développement durable, qu'elle peut parler de tout autre aspect. La raison pourquoi elle en parle, c'est qu'on n'a pas le choix d'aller vers là, puis on n'a pas le choix pour atteindre nos ambitions, d'embarquer nos fournisseurs dans l'aventure. Donc, c'est quelque chose là, qui est au cœur même de la stratégie de Volvo. Si on parle de stratégie, nos ambitions se déclinent en 3 piliers. Le premier étant les climats, les émissions de gaz à effet de serre. C'est une des principales menaces pour la planète. Il faut remplacer les énergies fossiles par des énergies propres. On parlait plus tôt là, de tout ce qui est pièces fabriquées avec de l'énergie verte. C'est quelque chose qu'on regarde aussi de notre côté. On a déjà des partenariats avec des compagnies qui font du métal vert, donc du métal qui a été fait à base d'énergie propre. Deuxième pilier, les ressources. On sait tous que les ressources de la planète sont limitées, donc il faut améliorer la façon qu'on les utilise, puis changer vers la circularité, donc réutiliser les matières au lieu de sans cesse aller chercher des nouvelles matières. Et nos ambitions aussi au troisième pilier sont autour des personnes. On est une entreprise qui est centrée sur l'humain. Ce qu'on fait, c'est pour assurer la sécurité, respecter les droits de l'homme et utiliser tout notre potentiel. Donc, ça va au-delà aussi des questions climatiques. C'est les personnes aussi, les gens avec qui on travaille, la manière dont on traite les personnes. On a parlé d'esclavage moderne, c'est sur notre radar, assurément.
Petite anecdote, donc vous allez dire, mais où il s'en va avec ça? Ceinture de sécurité, ESG, quel est le lien? En toute franchise, il y a quelques années, quand notre stratégie a été mise de l'avant, j'étais pas sceptique, mais je voyais que la vague s'en venait, puis je voyais qu'elle s'en venait rapidement, puis je me posais beaucoup de questions. Je savais que nos fournisseurs étaient pas nécessairement au niveau non plus. Puis dans ce temps-là, j'ai eu une bonne discussion avec quelqu'un du groupe qui m'a expliqué un peu d'où ça venait tout ça et pourquoi il fallait se pencher là-dessus immédiatement. Puis le parallèle qu'il a utilisé, c'est il a utilisé la ceinture de sécurité. Donc, il y a un peu plus de 60 ans, Volvo a inventé la ceinture de sécurité 3 points. Puis il était très précurseur. Aujourd'hui, on sait tous que la ceinture 3 points, c'est dans les mœurs de tout le monde s'attache, c'est rendu dans les lois. Euh, c'est plus une question. En fait, les ESG, c'est la même chose. Peut-être qu'on se questionne aujourd'hui sur la pertinence, peut-être qu'aujourd'hui on se dit pourquoi là, mais je peux vous garantir que dans quelques années d'ici, ça va être un incontournable. C'est au cœur de mon message aujourd'hui. Donc, agissons maintenant parce que les ESG d'aujourd'hui sont peut-être la ceinture 3 points d'il y a 60 ans. Puis, parlant de ceinture 3 points, ben, ça a été inventé par Volvo, comme je l'ai dit. Puis, vous voyez, c'est dans l'ADN de Volvo d'être précurseur. Puis, il y a 60 ans, ils ont cédé le brevet à tout le monde pour cette ceinture-là. Puis, vous savez aujourd'hui que tous les constructeurs utilisent la ceinture 3 points. Donc, c'est un peu pour vous parler aussi de Volvo, comment on est comme compagnie. Requis envers les fournisseurs. Fait que je me suis introduit au départ comme étant responsable des approvisionnements stratégiques. À l'interne, chez Prévost, dans toutes les entreprises du groupe Volvo, on a des gens très compétents qui gèrent des stratégies de développement durable. Par contre, quand on parle des fournisseurs, c'est vers moi que la compagnie va se retourner parce que c'est mon chapeau, c'est ma responsabilité de transmettre ça à nos fournisseurs. Donc, le groupe Volvo a lancé un code de conduite des fournisseurs il y a quelques années déjà. Je vais vous parler de quelques requis très sommairement. Je vais aller plus en détail vers un, mais c'est juste pour vous donner une petite idée là, de qu'est-ce qu'on peut demander à nos fournisseurs pour faire de la business avec nous. Je vais commencer par en haut, ISO 14001, tout le monde connaît ça. C'est une certification qui s'assure qu'on a des bonnes pratiques environnementales. Ensuite, à droite, on parle de matériel d'attaché. Donc, on demande à nos fournisseurs qui déclarent les substances utilisées. C'est quelque chose aussi qui est obligatoire dans nos processus. Un peu plus bas, la norme REACH, qui est une norme européenne. Tous les compagnies qui exportent en Europe, et nous exportons en Europe le groupe Volvo, pas nécessairement Prévost, mais on se doit de déclarer nos substances chimiques dans un rapport et c'est audité à travers REACH. Programme des minéraux durables, c'est une déclaration sur la transparence de notre chaîne d'approvisionnement sur certains minéraux précis. On sait qu'on s'en va beaucoup vers les batteries, on utilise des minéraux précis. Juste pour vous donner un exemple, de notre côté, on a audité des mines pour s'assurer que les pratiques sont saines, qu'on traite les gens comme il faut. On demande aussi à nos fournisseurs un plan de décarbonisation. Donc, qu'est-ce qu'ils font chez eux pour se débarrasser des énergies fossiles? On demande aussi un plan sur la circularité. Donc, est-ce qu'il y a du recyclage des matières qui est fait? Comment que c'est traité chez le fournisseur? Et le dernier, sur lequel je vais m'attarder un peu plus, est le SAQ, à ne pas confondre avec la Société des alcools, mais c'est bien un Self-Assessment Questionnaire sur nos pratiques en développement durable. Donc, je passe à la prochaine slide qui va parler plus en détail du questionnaire d'auto-évaluation. Donc, c'est un questionnaire qu'on envoie à nos fournisseurs avant de faire de la business avec eux. C'est une auto-évaluation qui qualifie la performance en matière de développement durable des fournisseurs et c'est une solution conjointe avec plusieurs équipementiers automobiles. Vous voyez les noms, c'est pas des petits noms de l'industrie, BMW, Daimler, Ford, Honda. Vous voyez tous les gros noms de l'industrie automobile sont là. Puis, on demande à nos fournisseurs de remplir le formulaire et ensuite, les résultats sont amassés, validés par NQC, qui est une tierce partie, qui va donner un score en termes de développement durable à nos fournisseurs. Les fournisseurs sont invités à télécharger les preuves aussi pour étayer leurs réponses qui vont être validées. Ça donne un score et on demande un minimum à atteindre pour être un fournisseur chez nous. Donc, c'est une partie obligatoire du processus d'approvisionnement pour les entités du groupe Volvo. Et c'est quelque chose qu'on prend très au sérieux.
Vous avez tous pris connaissance, je veux faire un pont avec l'actualité aussi, vous avez tous pris connaissance de l'investissement majeur qu'il y a eu la semaine dernière avec Nordvolt dans le coin de Montréal. C'est un fournisseur des grands équipementiers de l'automobile ici, donc ils ont probablement répondu à ce formulaire-là. Et c'est juste pour vous donner un exemple aussi de l'ampleur que ça peut prendre là, sur la chaîne d'approvisionnement. J'ai été feuilleté rapidement aussi leur site internet à Nordvolt. Ils ont une déclaration, un rapport de sustainability qui sort à chaque année. Donc, vous voyez que c'est une entreprise aussi suédoise qui abonde dans le même sens que le groupe Volvo. Donc, éventuellement, je veux pas parler pour eux, mais il va y avoir des requis aussi qui risquent de venir des gens comme Nordvolt. Si on va plus dans le détail des thèmes abordés dans le questionnaire, je vais y aller rapidement, mais les thèmes qu'on regarde, c'est la gestion de l'entreprise. Comment que la gestion de l'entreprise est faite en termes de développement durable? Qu'est-ce qu'on fait au niveau de la condition de travail des droits humains? Santé et sécurité, comment le fournisseur travaille avec les problèmes de santé et de sécurité? L'éthique des affaires, quel est le rôle de l'éthique chez le fournisseur? L'environnement, quels sont les engagements pratiques? Comment le fournisseur s'engage avec les sous-traitants aussi, parce que le développement durable, ça n'arrête pas chez nous. Il faut s'assurer que nos fournisseurs tout au long de notre chaîne d'approvisionnement le suivent. Et finalement, l'approvisionnement responsable des matières premières. Donc, j'en ai parlé un peu rapidement, là, mais s'assurer qu'il y a une bonne transparence à ce niveau-là. Donc, c'est des termes qui sont abordés. Les gens sont invités à remplir le questionnaire et reçoivent là, un score. Et si vous êtes un fournisseur chez Prévost ou chez Volvo, vous remplissez le questionnaire, vous obtenez un score. Le score va être affiché pour BMW, pour Ford, pour Toyota. Donc, c'est un questionnaire pour tous les équipementiers. Parlant de processus de sélection fournisseur, donc comment ça impacte nos pratiques chez nous? Dans le groupe Volvo, on a un processus clair de sélection des fournisseurs qui se décline en 7 étapes pour prendre la meilleure décision possible pour l'entreprise. Dans les 7 étapes de notre processus d'approvisionnement, on a 2 points d'arrêt. Le premier point d'arrêt est la revue des fournisseurs potentiels. Donc, on s'assoit en équipe multidisciplinaire, puis on regarde c'est qui les fournisseurs potentiels qu'on a pour un projet. Qui peut fournir ce produit? Quelle est sa performance générale? Sommes-nous à l'aise de considérer ces fournisseurs pour le projet? Donc, on parle même pas de donner de la business, mais même d'envoyer une demande de soumission. On s'arrête puis on regarde, est-ce que le fournisseur est un fournisseur qui a un bon score de qualité, de livraison, de coût? Est-ce qu'il amène des nouvelles features, des nouvelles caractéristiques que les autres peuvent pas apporter? Est-ce qu'il y a une technologie spéciale? Mais j'attire votre attention sur durabilité et risque. On regarde aussi qu'est-ce qui est fait en matière de développement durable. Ensuite, on a un autre point d'arrêt qui est la sélection du fournisseur. Donc, on a envoyé des demandes de soumission, on a regardé les fournisseurs, on les réévalue. Donc, comment les fournisseurs se comparent entre eux, qui est le fournisseur recommandé, puis quel est son plan d'action pour l'amener en production. Donc, à travers ce processus-là, vous pouvez voir qu'on regarde différentes caractéristiques, dont le développement durable. Puis ça, c'est depuis quelques années et ça prend de plus en plus d'importance. Si on parle pratico-pratique, cas réel, on a eu un projet récemment qu'il fallait choisir un fournisseur pour un projet global. Donc, c'est un projet où on était mandaté par le groupe pour faire l'approvisionnement, définir la stratégie, pour trouver un produit qui allait être distribué dans tous nos usines de Volvo Bus. Donc, j'irai pas plus dans les détails, mais ça vous met un peu le contexte. Donc, c'est un produit qu'on développe qui sera utilisé partout dans le groupe. Il y avait une équipe multidisciplinaire globale qui travaillait conjointement sur le projet et on était dans l'incapacité de trouver des fournisseurs locaux, donc je parle de fournisseurs locaux au Québec, en mesure de rencontrer les exigences, notamment en termes de ESG. On avait aussi pas beaucoup de temps et de ressources pour mettre les fournisseurs à niveau. Parfois, ce qu'on fait, c'est qu'on est capable d'octroyer de la business, d'avoir un plan d'action, d'amener les fournisseurs à niveau. Dans ce cas-là, c'était pas possible et il y avait beaucoup de produits aussi qui allaient se retrouver en Europe et partout dans le monde. Donc, on a dû faire face à une situation et prendre une décision d'octroyer la business à un fournisseur européen qui avait notamment un meilleur score en termes de ESG. C'est un peu un cri du cœur que j'envoie aujourd'hui, puis c'est un peu un éveil que je vais envoyer aux gens de dire on a déjà pris du retard, il est temps d'accélérer le pas, il est temps d'embarquer dans des programmes. C'est aujourd'hui qu'il faut le faire, sinon on va commencer à prendre du retard sur qu'est-ce qui se fait ailleurs.
En conclusion, un peu comme je viens de dire, pourquoi et comment? Ben, par expérience, on observe que la base de fournisseurs québécoise a pris du retard en comparaison à ce qui se fait majoritairement en Europe. Je vous cacherai pas que l'Europe a de l'avance. Je vous dirai pas non plus qu'on est en retard sur les États-Unis. On est à peu près au même niveau, mais par rapport à l'Europe, on a vraiment un retard, puis il faut s'y mettre immédiatement. Les gros donneurs d'ordre vont continuer à hausser les exigences afin d'atteindre les cibles et ambitions. Je pense que Marie-Ève a mentionné des joueurs comme ZF. Ils font partie de notre chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est des fournisseurs européens qui font partie de notre chaîne d'approvisionnement. Et en terminant aussi, le G est déjà perçu comme un avantage compétitif dans plusieurs appels d'offres dans le domaine automobile. On le voit pas encore trop là, du côté nord-américain, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en Europe, il peut y avoir des appels d'offres pour une nouvelle flotte de véhicules. Il va avoir un aspect dans le pointage qui va être sur les ESG. Et on sait, en parlant à nos clients, que ça s'en vient ici aussi. Donc, mon message, ce serait une étape à la fois. Dès maintenant, il faut prioriser. Ça fait toujours un petit pincement quand tu es obligé de donner de la business ailleurs. Tu sais que tu aurais des gens compétents pour le faire, mais tu vois qu'il y a un retard. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est mettons-nous à niveau, puis des compagnies comme nous, comme Prévost, comme Volvo, on peut aider dans ce sens-là. On a des gens qui se spécialisent là-dedans. On peut supporter les entreprises d'ici. Puis c'est notre but aussi, puis c'est ce qu'on veut faire, puis on veut relever la barre. Donc, sans tarder, je passerai la parole à Pierre-Olivier. Et pour avoir vu sa présentation, je peux dire que ça résume un peu ce qu'on veut de nos fournisseurs. Donc, si on était dans le même secteur, c'est un peu le genre de fournisseur qu'on rechercherait. Merci Vincent. Donc, merci d'avoir mis la table et merci aussi à Investissement Québec de l'invitation. Donc, effectivement, on va passer des autobus à la forêt. Je vais vous donner aujourd'hui un exemple concret d'un industriel forestier qui utilise la certification forestière et environnementale dans le but d'être reconnu et aussi d'être attesté là, que les forêts dans lesquelles on récolte du bois sont gérées selon des hauts standards en matière de durabilité, qui va nous permettre d'accéder à des marchés et également d'améliorer notre compétitivité. Donc, avant d'aller plus loin, allons directement avec une foresterie 101 au Québec, juste pour bien mettre la table. Donc, les forêts au Québec, c'est environ 50% du territoire pour environ 900 000 km². Environ 90% de la superficie forestière appartient à l'État, donc appartient à tous les Québécois et Québécoises. La balance, donc le 10%, appartient à des propriétaires privés, à des milliers de propriétaires privés. Au niveau des aires protégées, le territoire québécois, c'est environ 16%, selon le ministère du Développement durable. Et pour répondre à une question fondamentale, c'est comment on s'assure qu'au Québec, on ne récolte pas trop de bois. Donc, comment on s'assure qu'il y a une certaine durabilité? Premièrement, ça commence avec des calculs de possibilités forestières qui sont effectués de façon indépendante par le Bureau du forestier en chef. Donc, selon le ministère des Forêts, actuellement, bon, dans les forêts publiques, on récolte environ 70% de la possibilité. Donc, tout le volume qui pourrait être récolté, on en récolte uniquement 70%. Pour ce qui est des forêts privées, on parle de 40% de la possibilité globale. Donc, ça, c'est la première question qui est répondue. Donc, non, on ne récolte pas trop de bois au Québec. Alors, comment on s'assure par la suite que le bois est bien récolté? Bien évidemment, avec un cadre législatif rigoureux, donc avec des lois, des règlements, la loi sur les forêts, par exemple, qui viennent assurer une espèce de durabilité de base. Mais ensuite de ça, comment on fait pour démontrer à des clients, disons des clients outre-mer qui ne connaissent pas les lois québécoises, que la matière qui est récoltée est faite de façon durable, bien, avec un processus de certification forestière qu'on va voir en détail dans les prochaines minutes. Donc, vous voyez ici, ça, c'est un peu le portrait de la foresterie au Québec au niveau de la transformation. Évidemment, l'objectif, c'est de tirer le maximum ou le plein potentiel de la bille de bois. Donc, tout ça part évidemment des forêts. Par la suite, la majorité des bois, des volumes, des mètres cubes de bois qui sont récoltés vont vers les scieries. Donc, il y a environ 170 scieries au Québec qui vont faire une première transformation. Et suite à cela, bon, il y a tout un flot de matière. Il y a évidemment des produits finaux qui sont créés, comme le bois d'œuvre qu'on voit en gris foncé en bas. Mais il y a aussi des coproduits. Pensons
aux écorces, aux copeaux, aux sciures, aux planures, qui se retrouvent dans une panoplie d'autres industries. Donc, encore une fois, toujours dans un processus disons, de cascade, on a une utilisation, une valorisation de la matière, et puis il faut la suivre, cette matière-là. Donc, encore une fois, la certification forestière vient assurer une certaine traçabilité à ce niveau-là. Groupe Lebel, l'entreprise pour laquelle je travaille, est une entreprise familiale en affaires depuis plus de 65 ans dans le secteur forestier québécois. On est très fiers de dire qu'on est un acteur économique régional de premier plan, de la forêt à la transformation, donc dans notre réseau d'usines, mais également au niveau de la logistique, donc au niveau des intrants, des extrants, mais aussi au niveau de la commercialisation. On a un volume transformé annuel d'environ 3,4 millions de mètres cubes. On est le plus important acheteur de bois de forêt privée, donc des forêts de proximité, tout autour de notre réseau d'usines. Un modèle d'affaires qui est axé sur la proximité avec des usines peut-être un peu plus petites que ce qu'on voit habituellement, mais encore là, près de la ressource. Et très fier de dire également que nous comptons sur 1400 employés. On a aussi divers partenariats avec diverses entités, notamment l'Université Laval, qu'on connaît tous, le FP Innovation, qui est le plus grand centre de recherche en produits forestiers au Canada, évidemment des associations d'affaires comme l'industrie forestière ou le Softwood Lumber Board. Bref, on s'implique à tous les niveaux avec les grands leaders de l'industrie, donc en périphérie, pour nous aider à nous assurer des bonnes pratiques à tous les niveaux. Actuellement, on compte sur 23 sites industriels, dont 14 scieries, 3 usines de traitement, donc du bois traité, 4 usines de produits de valeur ajoutée et une usine de granules qui est un peu le bébé de la famille. Une croissance qui est, depuis 1956, axée sur de nombreuses acquisitions, mais également des investissements, des projets de modernisation, donc toujours pour renouveler notre parc de scieries notamment. Donc, on met de l'avant, bon, évidemment, une intégration verticale. On essaie de, comme je le mentionnais un peu plus tôt, de valoriser le plein potentiel de l'abbaye de bois. Toujours dans une perspective d'intégration avec des multiples produits de valeur ajoutée, notamment à l'interne de l'entreprise, mais également à l'externe, comme je le mentionnais un peu plus tôt. En terminant là-dessus, notre capacité de production, de transformation actuellement est de plus de 1 milliard de PMP qui nous situe vraiment en haut, là, en haut de l'échelle des producteurs de produits du bois au Québec. Donc, en terminant sur Groupe Lebel, voici un peu notre terrain de jeu, là, vraiment de la rive sud de Québec, donc de Chaudière-Appalaches jusqu'en Gaspésie, avec une incursion sur la rive nord du Saint-Laurent à Saint-Hilarion, mais essentiellement, la plupart de nos usines sont sur la rive sud et quelques incursions hors Québec, donc au Nouveau-Brunswick, dans le Maine et même en Ontario. Donc, si vous roulez sur l'autoroute 20 en direction de Rivière-du-Loup, il est fort probable que vous croisiez un camion avec du bois de Groupe Lebel. Donc, passons maintenant au vif du sujet, la certification forestière. Bien, la certification forestière, c'est un concept assez simple qui a vu le jour dans les années 90 dans le but de freiner l'exploitation abusive des forêts tropicales. Aujourd'hui, c'est un concept qui est étendu dans la plupart des pays forestiers du monde pour encadrer les pratiques forestières durables. Au Québec, au Canada, on est très chanceux. On est des chefs de file mondiaux en certification forestière. Le Canada est d'ailleurs le premier pays à l'échelle mondiale en matière de superficie certifiée. Et au Canada, le Québec est la première province au Canada en matière de superficie certifiée. Donc on est très fiers de dire que 90% des forêts publiques au Québec sont aménagées. Les forêts publiques aménagées sont certifiées selon un système reconnu mondialement, et ce qui est un des taux les plus élevés au monde. Donc, les entreprises forestières au Québec adhèrent à des principes de certification forestière de façon volontaire. Donc, ça vient reconnaître que les pratiques de gestion respectent les plus hauts standards en matière d'aménagement durable des forêts. Okay? Essentiellement, au Québec, on retrouve le SFI, donc le Sustainable Forestry Initiative, et également le FSC, le Forest Stewardship Council, qui sont vraiment les deux grandes normes que l'on voit aux quatre coins du Québec.
Vous regarderez à la maison, si vous avez une lettre, une facture qui est dans la poste, il est fort probable que vous ayez un de ces deux logos-là à l'endos de votre enveloppe. Donc, chez Groupe Lebel, la certification, c'est essentiellement FSC, OK? Pour des raisons assez simples. Donc, c'est exigé par nos clients. Donc, que ce soit les papetières, les acheteurs de bois d'œuvre ou en interne, nos clients demandent une certification des pratiques. Donc, pour nous, c'est tout naturel d'adhérer à des principes, probablement parce qu'on le fait déjà, mais également parce que c'est facile pour nous d'implanter ces grands critères ou de durabilité. Donc, comment on fait pour contrôler? Ben, c'est des audits annuels. C'est très simple. On a un auditeur externe, indépendant, qui vient constater sur place, dans notre réseau d'usines, que nous sommes bel et bien, en fait, que nous répondons bien aux plus hauts critères de durabilité. Des fois, c'est plus facile que d'autres. Pourquoi? Parce que des fois, le territoire est certifié par lui-même. Et parfois, bon, c'est la chaîne de traçabilité FSC qui va être mise de l'avant. Donc, j'ai repris la figure, là, vous voyez à l'écran, j'ai repris la figure du début de la présentation. Donc, à différents moments, à différents niveaux, dans les flux de matière, l'auditeur indépendant va venir s'assurer que la matière qui est vendue ou achetée rencontre, encore une fois, les critères de durabilité. Donc, évidemment, tout ça est fait dans le but d'assurer la pérennité de la ressource, puis évidemment, en respect des différents usagers, des différents usages. Nous sommes également certifiés CEAF, donc c'est une certification d'aménagement forestier, c'est exigé par le gouvernement du Québec, donc qui vient d'une certaine façon encadrer les activités d'aménagement forestier planifiées en forêt publique. Et celles-ci doivent être réalisées par des entreprises détenant une certification reconnue. Donc, autrement dit, pour couper en forêt publique québécoise, il faut détenir cette certification-là, toujours dans une perspective de limiter au maximum les impacts des activités sur l'environnement selon des exigences strictes. On a également une autre certification, mais celle-ci est presque uniquement dédiée à notre usine de granules de bois, donc le Sustainable Biomass Program, qui est un programme de certification conçu pour garantir que la biomasse utilisée dans la production industrielle d'énergie thermique à grande échelle répond encore une fois à des principes de développement durable et de durabilité des pratiques. Donc, au niveau de la chaîne de traçabilité, donc on reprend les éléments de chaîne de traçabilité de la certification FSC, mais on rend également compte de calculs de bilan énergétique, donc d'émissions de gaz à effet de serre, donc de carbone, pour la chaîne complète d'approvisionnement. Donc oui, on a le volet traçabilité forêt, mais également on a des consultations publiques et on a également tout le volet calcul des émissions de GES. Donc pourquoi? Parce que l'utilisateur final, qui lui vise la substitution d'un charbon ou d'un combustible fossile, vient pallier, disons, à ces émissions-là par une biomasse qui est sourcée de façon durable. Cette certification-là est vraiment un exemple concret et probant d'une mesure d'accès au marché. Donc, à l'heure actuelle, notre usine de granules ne pourrait pas vendre sur le marché de la production industrielle d'énergie thermique à grande échelle sans la certification SBP. Donc, concrètement, ça nous prenait cette certification-là et on est très fiers de la mettre de l'avant aujourd'hui. Donc, en terminant, la certification forestière chez Groupe Lebel, c'est avant tout un engagement envers l'aménagement durable des forêts et la pérennité de la ressource, je l'ai mentionné. C'est une décision d'affaires incontournable car elle permet d'assurer un accès au marché, de nous démarquer également de nos concurrents et ça permet également de répondre à la demande de la part d'une clientèle très diversifiée. Je vous remercie.
Alors, merci beaucoup, Pierre-Olivier. C'était fort intéressant. Merci à vous tous, Geneviève, Marie-Ève, Vincent aussi. Fort intéressant, éclairant. Vous avez bien su démontrer avec vos angles, chacun très différents, l'importance d'agir maintenant et de se donner les moyens qu'il le faut pour respecter les facteurs ESG autant que possible et le plus que l'on peut. Nous passons maintenant à la période de questions et je commencerai par une première question que je dirigerai à Pierre-Olivier, étant donné que ta présentation est encore fraîche à nos mémoires. Étant donné tout ce que vous avez fait et que vous rencontrez déjà les certifications dont vous avez besoin pour exporter, d'ailleurs, votre exemple était très éloquent de ce qu'il lancerait de votre usine mon Dieu, j'oublie le terme, de billes, de granules, voilà, si vous n'aviez pas les certifications. Quelle est la prochaine étape pour vous? Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Est-ce qu'il y a des nouveaux marchés sur lesquels vous pouvez développer d'autres produits très respectueux de l'environnement qui vous permettraient de développer des nouveaux marchés, par exemple? En fait, le message que j'ai à vous passer aujourd'hui, c'est que qu'est-ce qu'il y a à faire de plus? Continuer. Continuer dans la même lignée, continuer de travailler avec les acteurs du milieu, continuer de travailler avec les différents intervenants pour travailler tous ensemble. Puis, en fait, je dois dire que nous, dans le Bas-Saint-Laurent, par exemple, on travaille déjà avec les autres industriels forestiers et les autres intervenants aussi pour toujours bonifier la question de la certification forestière, la certification environnementale, parce que c'est pas juste l'affaire de Groupe Lebel, c'est l'affaire de tous. Donc, on travaille beaucoup sur les partenariats, puis on va continuer de le faire. Et c'est ce qui est intéressant, je trouve, dans votre industrie, c'est que tous ensemble, que vous venez de le dire, vous bâtissez ensemble un écosystème de plus en plus solide en partageant des pratiques et des façons de faire, approche qui peut s'appliquer certainement à d'autres secteurs aussi au Québec. Absolument. Prochaine question, merci Pierre-Olivier. Prochaine question, Marie-Ève. Est-ce qu'une entreprise, est-ce que vous remarquez à l'étranger, dans les entreprises qui exportent, qu'une entreprise qui n'aurait pas une certification précise, mais aurait somme toute quand même de très bonnes pratiques, est-ce qu'elles parviennent tout de même à avoir leur place au soleil et à réussir à exporter de façon différente, mais quand même à y trouver leur compte? Oui, je pense que oui. Aujourd'hui, on peut dire ça. Je donnais l'exemple de produire à partir d'énergie verte et recyclable. Donc, justement, je disais peut-être même mettre ça en valeur, utiliser cet argument-là. On a la chance au Québec de pouvoir compter sur cet avantage-là. Donc, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, sans une certification précise, juste de mettre en valeur le contexte dans lequel on est au Québec, dans lequel nos produits peuvent être manufacturés, je pense que ça compte déjà. Mais un peu comme on le disait, on voit, je reprends l'exemple de Vincent, je peux imaginer que plus tôt que tard, il y aura des demandes plus précises en termes de certification précise et tout ça. Donc, déjà aujourd'hui, je pense que ça l'empêche pas. Il faut le mettre de l'avant, mais il faut quand même aussi, je pense, retenir que moi aussi, je vois que plus tôt que tard, là, il y aura des demandes très précises qui vont être faites à toutes les entreprises dans l'ensemble de la chaîne. Donc, des grands joueurs aux fournisseurs des fournisseurs, donc vraiment dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Très bien. Merci beaucoup, Marie-Ève. Et je me tourne naturellement vers toi, Vincent. Avec ce que vous nous avez dit, ce que tu nous as dit, est-ce que ça pourrait arriver qu'à un certain moment, vous décidiez, comme vous l'avez fait déjà pour un des projets dont tu nous parlais, que vous vous retrouviez devant l'obligation de remplacer des joueurs québécois par des joueurs canadiens, étrangers dans votre chaîne d'approvisionnement si les certifications exigées par Volvo ne sont pas obtenues? Assurément. Assurément que si les choses changent pas, on va devoir aller vers là. Par contre, on est quand même confiant qu'on est capable de prouver au reste du monde, si je peux parler de cette manière-là, que les fournisseurs québécois sont à niveau. Puis, si je peux bâtir aussi là-dessus, plus souvent qu'autrement, c'est même pas qu'ils sont pas à niveau, c'est qu'ils ne prennent pas la peine de se certifier ou de faire tout ce qui est le marketing autour de ça. Aujourd'hui, on le sait, tu peux être performant et tout, mais si tu n'as pas les certifications qui le prouvent, c'est caduc. Puis souvent, quand on commence des démarches avec nos fournisseurs, puis on dit t'es pas à niveau, puis on pose des questions tranquillement, on se rend compte, ben oui, ça tu le fais. Tu le fais à travers cette politique-là. Il faut juste peut-être que tu le documentes mieux. Puis en le documentant mieux, tu vas avoir droit à une certification, ça va t'ouvrir des portes. Puis dans le cas précis que j'ai parlé, malheureusement, on n'avait pas le temps de faire cette démarche-là.
on l'a fait dans d'autres cas, puis on a ramené les fournisseurs à niveau. Je pense que c'est un peu notre responsabilité aussi en tant que compagnie québécoise de le faire. Puis on est prêt à le faire. On a des partenaires qui nous aident à le faire. Puis oui, éventuellement, si on fait rien, on va perdre la business, mais j'ai confiance en l'entrepreneuriat québécois pour pas qu'on se rende là. Nous avons tous confiance ici aussi chez Investissement Québec. J'irai avec une dernière question, Geneviève, pour toi. Quels sont les services, les ressources qui sont à la disponibilité des entreprises pour obtenir les certifications, améliorer leurs pratiques en matière de développement durable en général? En fait, Investissement Québec offre plusieurs services et ressources. Si on passe au niveau environnemental, Investissement Québec CRIC a développé un diagnostic, là, ça fait déjà plus de 2 ans, de performance environnementale industrielle. C'est un accompagnement là, technologique qui est personnalisé, très concret pour les entreprises, qui permettent de dresser une liste de projets prioritaires là, dans une perspective de productivité durable. Puis il y a maintenant là, un volet GES qui identifie le potentiel de réduction de GES là, parmi l'ensemble de ces projets. On a également des services d'accompagnement conseils pour entamer une démarche de développement durable. On a parlé beaucoup, là, Pierre-Olivier, Vincent, là, des certifications. Il y a le BNQ qui offre les services de certification. Il y en a plusieurs qui sont en lien avec l'ESG. Puis finalement, on a mis en place là, une page ESG sur notre site Internet qui propose plusieurs contenus, dont un guide de bonnes pratiques là, en matière d'ESG. Fait qu'on a quand même beaucoup d'outils. S'il y a quoi que ce soit, là, on est toujours disponible là, à pouvoir aider les entreprises dans leur démarche. Très bien. Merci beaucoup, Geneviève. Alors, nous approchons de la fin de notre événement et puisque celui-ci est en rediffusion, nous ne pouvons malheureusement prendre vos questions, contrairement à ce que nous pouvons faire normalement. Mais comme nous souhaitons quand même vraiment vous offrir la possibilité de pouvoir échanger et interagir avec nos 4 conférenciers, nous vous invitons à nous envoyer vos questions à l'adresse développement.durable@investquebec.com. J'appelle Invest Québec, c'est peut-être pas tout à fait naturel. invest-QUEBEC.com. Donc, développement durable à investquebec.com. Nous allons prendre le temps de recevoir vos questions, les partager avec nos conférenciers et rediffuser l'ensemble des réponses qui auront été fournies sur une plateforme et nous vous enverrons évidemment le lien vers cette plateforme lorsque ce sera prêt dans les prochains jours. Alors, merci infiniment, Vincent, Pierre-Olivier, pour avoir partagé avec nous toute votre expérience et d'avoir avec autant de richesse, réussi à démontrer combien il est important et peut-être plus simple qu'on pense, comme tu l'as bien fait ressortir à la fin de ta présentation, Vincent. Les pratiques des entreprises sont souvent déjà très avancées. Il ne manque que le petit certificat qui permet, ou presque, qui permet de démontrer la hauteur et la qualité des pratiques. Pierre-Olivier, bravo pour toutes les certifications que vous avez obtenues de votre côté et qui vous permettent d'être concurrentiel à l'étranger. Et évidemment, Marie-Ève, Geneviève aussi, merci pour tout ce que vous avez partagé. Je pense que l'ensemble de la conférence nous permet de comprendre combien les facteurs ESG aujourd'hui sont des incontournables. Je vous rappelle de visiter, si vous le souhaitez, notre page competiver.com sur laquelle vous retrouverez l'ensemble des autres classes de maître que nous avons tenues jusqu'à maintenant, de même que des liens vers nos champions verts, à l'exemple de E2 Metrics que nous avons présenté plus tôt tout à l'heure. Alors sur ce, merci beaucoup à nouveau d'avoir été présents et à une prochaine. Au revoir.